Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le numéro 1 djiboutien Ismaël Omar Guelleh prend part donc à la deuxième session du forum aux côtés de son homologue français. Un dîner a eu lieu donc hier soir à l'Élysée. Et concernant le nucléaire, les Européens sont préoccupés par l'intensification des activités iraniennes. Voilà pour les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Après avoir quitté Djibouti hier en fin de matinée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Paris, la capitale française, où à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, il prendra part aux côtés d'une trentaine d'autres chefs d'État et de gouvernement issus de tous les continents au second forum de Paris sur la paix. À son arrivée, il a été accueilli à l'aéroport donc par notre ambassadeur à Paris, Ayad Moussaïd Yahya, et par notre ministre de l'Éducation nationale, ainsi que des personnalités djiboutiennes et diplomates en poste à Paris. Créé à l'occasion du centenaire de l'armistice, le Forum de Paris sur la paix et à sa deuxième édition, il s'inscrit dans la dynamique pour réaffirmer l'importance du multilatéralisme et de l'action collective. Outre sa participation au forum, le président de la République mettra à profit son déplacement en France pour sensibiliser les milieux d'affaires français sur les opportunités d'investissement à Djibouti. Une importante délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf accompagne le chef de l'État à Paris, en France. Et notre correspondant à Paris, Omar Ali, a interviewé notre ambassadeur en poste à Paris, Ayad Moussaïd Yahya. Ce dernier est revenu sur les différents points qui seront à l'ordre du jour de ce forum et également sur l'agenda du président de la République. On l'écoute. Le président va participer au deuxième forum de paix de Paris. Vous savez que ce forum de la paix de Paris a été institué l'année dernière par le président Macron à l'occasion du centenaire de l'armistice. Aujourd'hui, nous venons fêter ici également, commémorer le 101e anniversaire de l'armistice. Cet armistice, ce n'est pas seulement la fin de la guerre, mais c'est également rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour la guerre, y compris les nôtres. Je dis y compris les nôtres parce que vous vous rappellerez que durant la Première Guerre mondiale, le bataillon Somalie s'est illustré dans plusieurs fronts. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le bataillon Somalie s'est illustré également dans la guerre de Provence. Le président de la République, en venant, il vient également rendre hommage. Et c'est la deuxième fois. Depuis la première session du Forum de Paris l'année dernière où le président de la République était également présent, cette deuxième session également va donner l'occasion au président de la République de parler du multilatéralisme où nous, les pays africains, nous y tenons beaucoup parce que le multilatéralisme, c'est ce qui permet à chacun de vivre dans un ordre bien établi où il n'y a pas de raison du plus fort. Le président de la République aura l'occasion également, à l'occasion du deuxième forum de la paix, de rencontrer un certain nombre de ses pairs. Rencontres prévues avec le président du Tchad, avec le président du Cameroun, avec le président de la Guinée équatoriale. Il a également le Mali et le Niger. Je crois que ce sont ceux qui me reviennent. Il aura l'occasion également de rencontrer un certain nombre de souverains présents, de présidents, de dignitaires et de chefs de délégation. La paix est au centre de ce forum. Ce forum a été créé, pourquoi? Pour garder vivant et vivace le multilatéralisme. Et le président de la République est porteur de son bâton de pèlerin, porteur de paix, toujours celui qui défend la paix dans la sous-région et en Afrique en général, mais il est également ici pour défendre notre candidature pour le Conseil de sécurité. Et c'est pour cela que je vous ai cité tout à l'heure un certain nombre de rencontres que le président aura avec ses collègues. Et après son arrivée à Paris pour prendre part au second forum de Paris sur la paix, le président de la République, à l'instar de ses homologues chefs d'État et de gouvernement, a été convié à un dîner organisé par le président Macron à l'Élysée. Un dîner qui a permis de renforcer les liens entre les différents pays participants à ce forum sur la paix et de débattre également des différents points à l'ordre du jour de ce second forum de Paris sur la paix. En effet, cette seconde édition reprend les trois axes qui ont fait le succès du premier forum, à savoir encourager la coopération internationale et l'action collective pour un monde en paix,
présenter, discuter et faire avancer des solutions concrètes et innovantes. Et son ambition est de renforcer ou de créer de nouvelles règles, normes et bonnes pratiques. Créé en 2018 à la foulée de la commémoration donc, du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le Forum de Paris sur la paix a valeur de tribune internationale dédiée à la mise sur pied d'approches sources de règlements durables aux problématiques de plus en plus complexes à l'ordre du jour dans le monde. Et à son arrivée donc à l'Élysée, le président de la République, comme vous pouvez le voir sur ces images, a été accueilli par son homologue français, le président Emmanuel Macron, avant d'entamer donc le dîner. Et dans le reste de l'actualité, pour la première fois, la science a été à l'honneur durant la semaine allant du 13 au 19 octobre de cette année. Elle a été à l'honneur donc hier avec la cérémonie de clôture au Palais du Peuple de la semaine africaine des sciences en présence des participants et qui a gratifié donc les participants et détenteurs de projets innovants. En effet, conjointement organisé par l'association Women in STEM Djibouti, le Centre de technologie et d'innovation de Djibouti et des enseignants-chercheurs de l'Université de Djibouti sous l'égide de l'ambassadeur du Next Einstein Forum Djibouti 2017-2019, Dr Dialtou Aboubakar Osman. Cette semaine poursuivait deux objectifs essentiels, à savoir susciter les vocations pour la science chez les jeunes et aussi accorder une meilleure visibilité aux innovations technologiques réalisées à Djibouti. Et durant cette semaine africaine de la science, plusieurs activités ont été organisées pour se faire donc une expo science où des jeunes scientifiques issus de l'Université de Djibouti ont eu l'occasion de présenter au public leurs projets respectifs. Au-delà de nos attentes, au-delà de nos expectatives, nous avons pu rencontrer des talents produits, de purs produits de l'Université de Djibouti. Pour moi qui ai fait toutes mes études supérieures en France, je ne peux être que fière et heureuse qu'aujourd'hui mes jeunes compatriotes puissent faire leurs études dans leur propre pays et peut-être après continuer, mais qu'ils puissent faire des études supérieures dans leur pays. Pour moi, c'est une très grande fierté. Nous avons eu aussi l'occasion de faire une conférence Femmes et Sciences à Djibouti. Des femmes scientifiques ont partagé avec nous leurs expériences. Elles ont été un modèle pour les jeunes filles que vous voyez ici. Et je pense qu'elles pourront témoigner et de dire qu'elles ont leur propre modèle. Elles n'ont pas à envier les modèles étrangers. Donc pour vous dire que depuis son indépendance, notre pays a parcouru du chemin. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais les progrès réalisés sont inestimables. Et à l'issue de cette cérémonie de clôture, des certificats de participation ont été attribués aux jeunes scientifiques qui ont exposé leurs projets lors de cette semaine et aux filles qui ont pris part au défi de codage. Cette journée de clôture s'est terminée avec la consécration des 3 meilleurs projets du défi de codage. Écoutons aussi dessous les réactions des 2 lauréates. Je viens de remporter la 2e place. Je suis vraiment très contente. J'ai remporté ce prix grâce au CTID, à la semaine nationale, à la semaine de la science. J'ai été formée pendant une semaine au CTID. C'est grâce à notre professeur que j'ai gagné aujourd'hui le 2e prix. Je suis vraiment très contente d'avoir gagné le 2e prix. On a été encadré par la semaine africaine des sciences et grâce à cette semaine africaine des sciences que les talents djiboutiennes, surtout les talents de demain, on peut être découvert. J'ai participé au concours de défi de codage pour la semaine sciences de l'Afrique. Je suis ici aujourd'hui pour la remise des primes et je suis vraiment contente d'avoir participé parce que j'avais découvert plein de trucs que j'aurais jamais découvert.
de base, j'étais nulle en informatique et tout, et j'ai passé une semaine au CTID, et grâce à cette semaine, j'ai compris plein de trucs sur le PC et sur l'informatique. Et je remercie mes parents qui m'ont encouragé, et surtout Monsieur Mamadou qui m'a supporté alors que je suis la pire des agaçantes. Je parle beaucoup et tout, mais il m'a supporté, il m'a soutenu. Merci beaucoup et je suis vraiment ravie de gagner. Merci. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFD, a lancé hier à l'UNFD la première activité du plan d'action de la résolution 1325 ainsi que les résolutions connexes du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Le panel de cet atelier présidé par la parlementaire Ouma Mohamed Hamid, présidente du Forum Femmes et Paix et Sécurité, était composé de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, et de 2 conseillères de la ministre de la Femme et de la Famille. Y ont assisté les femmes élues de la société civile, les points focaux, genre de chaque ministère, les représentantes donc de la CNDH et la représentante de l'IGAD. Et Mme Ouma Mohamed a donc pris la parole pour lancer l'atelier en précisant qu'il était l'activité inaugurale des travaux de vulgarisation du plan d'action et de la résolution 1325. Elle a exhorté l'assistance à maintenir cette paix et cette stabilité qui sont les engagements gouvernementaux. L'objectif de cette assise porte sur le maintien de la paix, cette paix que notre pays a apportée, notre voisin préserve sur le plan politique et social. Concernant l'importance de la femme, de la mère dans le foyer, son influence sur l'éducation, on peut dire qu'elle est la principale actrice qui détient les clés du changement en matière de la paix. Conscience de ces rôles, le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD ont mis en place en 2017 un plan pour appeler un plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution de 1325. Et ces résolutions annexent une Conseil de sécurité nationale sur la femme et paix et sécurité. Mais pourquoi ces plans? Puisque déjà nous avons la participation de la femme en cas de conflit ou de malentendu. Encore une fois, de plus, le monde international reconnaît que sans les femmes, le processus de la médiation de la paix ne sera guère réalisé convenablement. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Tout de suite, il est l'heure de retrouver l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. L'actualité de cette semaine, c'est également le Mouloud al-Nabi qui a été observé dans le monde musulman comme en République de Djibouti. C'est ainsi que la région d'Arta a également célébré la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, dans une soirée d'incantation religieuse et de chants religieux qui ont été observés dans la ville d'Arta en présence des ulama, des chefs religieux et représentant le gouvernement, le ministre de l'énergie natif de la région ainsi que des autorités de la région. Et nous restons à Arta où le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, a effectué une visite de prise de contact et de travail à l'hôpital régional d'Arta, institution placée sous la tutelle de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'était dans la journée d'hier. Le directeur de l'hôpital régional d'Arta, Mohamed Ahmed Abdou Djama, et l'ensemble du personnel de l'hôpital ont réservé au nouveau préfet un accueil chaleureux dès son arrivée sur les lieux. Au cours de son déplacement, le préfet Mohamed Cheikh était accompagné d'une importante délégation et donc a pu
pu visiter les différents services donc, que compose cet hôpital. La visite s'est achevée dans la salle de conférence où le directeur de l'hôpital régional a fait une présentation de la structure. Savoir que l'hôpital d'Arta est doté d'un bloc opératoire fonctionnel de pointe, d'un service d'urgence, d'une maternité, d'un service de pédiatrie, néonatologie, d'un laboratoire et d'un service d'imagerie équipé d'une tomodensitométrie et d'une radiographie numérique. Sur ce, le préfet a réitéré ses remerciements pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu et assuré de son plein soutien les responsables de l'hôpital. Il s'est par ailleurs réjoui de l'excellente coopération fructueuse existant entre Djibouti et la République populaire de Chine. Dans le cadre du projet de renforcement des capacités nationales en vue d'une meilleure prise de décision et d'une meilleure intégration des obligations mondiales en matière environnementale, un atelier de concertation pour discuter du cadre de mise en œuvre des conventions de Rio et pour élaborer une feuille de route environnementale pour la région d'Ikil a été tenu cette semaine durant 2 jours au sein du Conseil régional. Ce projet de renforcement des capacités est mis en œuvre par le ministère en charge de l'environnement et doit permettre à la Djibouti, à l'issue du projet, de respecter et d'intégrer donc dans ses politiques les obligations mondiales inhérentes aux conventions de Rio, de mettre en place une gouvernance décentralisée de l'environnement et d'installer un système d'information qui centralisera l'ensemble de l'information environnementale. Cet atelier a réuni une trentaine de participants et a vu également la participation des assemblées et des autorités de la région. L'assemblée venant de villages différents dans la région devait témoigner des enjeux et problématiques environnementaux qu'ils rencontrent au quotidien. Celle sur la désertification et celle sur la biodiversité. Je pense que là, vous êtes un peu tous des experts, hein, j'espère, sur les 3 thématiques. Nous allons essayer d'enchaîner et de discuter un peu de façon spécifique de la région de Dikil. Nous allons essayer d'élaborer tous ensemble, donc avec les points de vue de tout le monde. Je vois qu'il y a la sous-préfecture de Asseïla, la sous-préfecture de Yoboki, il y a la région de Dikil, il y a des associations aussi qui viennent des localités. Donc nous allons essayer de travailler pour pouvoir faire ensemble une feuille de route environnementale. Donc cette feuille de route va nous servir et pour le ministère de l'Environnement. Elle va nous servir à orienter les différentes activités que l'on va mettre en œuvre dans votre région, mais elle va aussi servir aux autorités locales. Le conseil régional et la préfecture ici présentes vont pouvoir se calquer un peu sur cette feuille de route et de la même façon qu'elle nous orientera, elle les guidera aussi pour voir un peu sur quoi ils peuvent intervenir au niveau de l'environnement. Donc cette feuille de route va être assez explicite par rapport aux problématiques et aux défis que vous rencontrez au quotidien au niveau de l'environnement. Et on va essayer de développer tous ensemble des solutions durables, pertinentes et résilientes pour la région de Dekhel. Et nous restons à Dikil et poursuivant ces tournées de prise de contact. Le préfet de la région de l'unité, Aden Moussadrar, a visité en premier lieu les bureaux de la sous-préfecture de Mouloud, où le sous-préfet Omar Abdullahi lui a fait un briefing sur les différents services rendus aux administrés de cette localité et ses périphéries. Le préfet de la région de l'unité et sa délégation ont visité l'école fondamentale de cette localité où ils ont pu assister au déroulement des cours dans les salles de classe et aussi discuter avec le directeur de l'école pour s'imprégner de son état de fonctionnement et difficultés rencontrées. Le préfet de la région, Aden Darar Moussa, s'est rendu dans le poste de santé de Mouloud où il a pu également constater les différentes structures de prise en charge des soins opérationnels à plein donc pour les résidents de cette circonscription administrative.
Et dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, le comité de gestion communautaire du quartier de Balbala 11 dans la commune de Balbala a organisé une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant, le lavage des mains et la lutte contre les MGF. Cette cérémonie a été organisée en étroite collaboration avec l'UNFD et l'UNICEF. Cette cérémonie est initiée pour faire valoir aux jeunes et aux enfants ce que de leurs droits comme l'hygiène. La cérémonie a vu la participation des responsables de ce quartier de Balbala 11, des représentants de l'UNFD, des leaders communautaires et des représentants des associations des femmes et des jeunes. Elle a été supervisée par la coordinatrice de l'UNFD, Halima Nour, et coordinatrice de ce quartier de Balbala 11 auprès de l'UNFD, Mariam Abdi. La coordinatrice du quartier de Balbala 11 a indiqué qu'il y a donc un changement de climat, un changement climatique si on ne doit pas bien nettoyer les maisons et ne doit pas se laver les mains toujours. Et l'hygiène donc sera toujours en danger et mettra également l'environnement et l'hygiène des jeunes et des personnes vivant dans ces quartiers en danger. Et enfin, donc, pour clore l'actualité nationale sport, Alexandre Aden Hussein est sur le toit de l'Afrique. On ne le dira jamais assez. L'histoire du judo national a trouvé donc son porte-étendard. Désormais, Alexandre Aden Hussein, qui vient de s'affirmer comme le nouveau maître donc absolu de sa catégorie dans le tournoi africain de Yaoundé de judo, vient de s'adjuger le sacre suprême, la médaille d'or en battant à domicile le Camerounais Ndongue Ebenezer et a fait un grand pas dans la participation aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront en 2020. À cette occasion, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a adressé ses vives félicitations au prodige djiboutien et lui a réitéré son soutien indéfectible pour hisser encore plus haut les couleurs nationales. Et là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Nous allons parler du nucléaire. Les Européens sont préoccupés par l'intensification des activités iraniennes. Les activités nucléaires iraniennes continuent d'inquiéter la communauté internationale. Dans son dernier rapport, l'AIEA, l'Agence pour l'énergie atomique, affirme avoir détecté des particules d'uranium naturel liées à des activités humaines sur un site iranien non déclaré. La suite dans cette séquence. Les gendarmes du nucléaire s'alarment également du niveau des stocks d'uranium faiblement enrichi, qui serait nettement supérieur à la limite fixée par l'accord de Vienne. Les diplomaties européennes font part de leurs préoccupations et adressent un message au régime de Téhéran. Signé il y a 4 ans à Vienne, l'accord de Vienne visait à limiter et encadrer les activités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée des sanctions. Mais le retrait américain du texte a poussé le régime de Téhéran à réduire ses engagements. L'Iran, plus que jamais, met la pression aujourd'hui sur les signatures européennes du texte. Également dans l'actualité internationale, la Turquie a expulsé des djihadistes de Daesh. J'imagine une prison tenue par les forces kurdes dans le nord de la Syrie et des prisonniers de Daesh. Ce ne sont peut-être pas ces djihadistes-là, mais la Turquie a bien capturé des membres du groupe État islamique dans la zone de sécurité du nord-est de la Syrie et commence à faire ce qu'elle a promis, à savoir envoyer ces djihadistes étrangers vers leur pays d'origine, notamment les Européens. Le ministre turc de l'Intérieur a annoncé qu'un Allemand et un Danois devaient quitter le pays hier. Un terroriste américain a déjà été expulsé. Les autorités turques ont également annoncé le renvoi prochain des 11 djihadistes français et des 10 Allemands. Selon Recep Tayyip Erdogan, 287 djihadistes ont été capturés après s'être échappés des prisons dans les zones de sécurité profondes de 30 km le long de la frontière syro-turque. Cette zone avait dit être abandonnée par les forces kurdes selon l'accord russo-turc qui a suivi les semaines de l'offensive d'Ankara et désormais des patrouilles militaires russo-turques l'apparentent. Et enfin, l'asile au Mexique pour Evo Morales. 24 heures après sa démission de la présidence de la Bolivie, Evo Morales a obtenu l'asile du Mexique. 24 heures après avoir démissionné, il s'est dit menacé alors qu'un mandat d'arrêt pour fraude a été émis contre lui. Le chef de la diplomatie mexicaine a confirmé cette nuit qu'il était en sécurité à bord d'un avion du gouvernement mexicain. Evo Morales a déclaré que ça lui faisait mal d'abandonner la Bolivie pour des raisons politiques, mais qu'il reviendrait avec plus de force et d'énergie. Plus tôt sur son compte Twitter, il avait publié une photo de sa première nuit après ce qu'il appelle un coup d'État monté par l'opposant Luis Fernando Camacho avec l'aide de la police.
Lundi, alors que tous les successeurs au président prévus par la Constitution ont démissionné, la vice-présidente du Sénat a annoncé prendre la présidence par intérim du pays jusqu'à ce que de nouvelles élections soient bien organisées. Les violences se sont multipliées dans tous les pays depuis la démission d'Evo Morales, d'après 3 semaines de protestations contre sa réélection qualifiée frauduleuse par les observateurs. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et extension de programme sur Télé Djibouti.